Bonjour à toutes et à tous. Quand on parle de culture populaire au Moyen-Âge, on a tout de suite une image en tête. Des paysans un peu rustres d'un côté et des seigneurs très cultivés de l'autre. Mais et si cette image était complètement à côté de la plaque? Allez, on part ensemble explorer les mondes culturels du Moyen-Âge, qui sont, on va le voir, bien plus riches et diversifiés qu'on ne l'imagine. Alors, première question, et elle est de taille, qu'est-ce que ça veut dire culture populaire pour l'époque médiévale? Eh bien, rien que le fait de poser la question nous fait entrer dans un terrain bien plus complexe qu'il n'y paraît. Tout simplement parce que ce concept, qui nous semble si évident aujourd'hui, n'était pas vraiment adapté à la réalité de l'époque. En général, le point de départ, c'est souvent cette opposition un peu schématique. D'un côté, la culture dite savante, des élites, la culture de la tête, de l'esprit, du rationnel. Et de l'autre, la culture dite populaire, celle des masses, une culture beaucoup plus liée au corps, au sensoriel, à l'immédiat, au quotidien. Mais est-ce que cette division est vraiment pertinente ? Voilà le programme. On va d'abord s'interroger sur ce qu'on entend par culture populaire. Puis on plongera dans le rythme effréné des villes. On écoutera ce qui se disait dans les rues. On ira voir ce qui se passait à la campagne, pour finalement dresser le portrait d'un monde aux cultures multiples et interconnectées. C'est parti. Première chose à comprendre pour dépasser cette vision un peu binaire. La société n'était pas juste coupée en deux, entre les instruits et le reste du peuple. En fait, la vraie grande distinction culturelle, elle était géographique. Il y avait deux mondes qui coexistaient avec des codes et des mentalités très différents. Le monde de la ville et celui de la campagne. Commençons par la ville. La ville, c'est le lieu où tout s'accélère. C'est un lieu de brassage social, d'idées nouvelles, et c'est là qu'une culture urbaine complètement inédite va voir le jour. Le changement le plus profond, le plus radical même, il se situe dans notre rapport au temps. Il faut imaginer qu'on passe du temps rural, un temps lent, cyclique, qui suit le rythme des saisons et des cloches de l'église, à un temps urbain, un temps qui devient linéaire, rapide, qu'on peut compter. C'est le temps du marchand, un temps qui devient une marchandise. Et le symbole parfait de cette nouvelle obsession pour le temps, c'est bien sûr l'horloge mécanique. Pour la première fois, le temps est unifié par une machine, il devient contrôlable, mesurable, le temps du travail tel qu'on le connaît vient de naître. Ce nouvel état d'esprit, on le voit partout, et notamment dans les livres. Des manuels pour marchands apparaissent, comme celui de Benedetto Cotrugli. Et l'objectif est très clair, il l'écrit noir sur blanc. Le but, ce n'est plus l'honneur ou le salut de l'âme, non. Le but, c'est la fortune. Forcément, face à cette nouvelle puissance économique des marchands, l'Église a dû réagir. Et comment ? En s'adaptant. C'est là qu'intervient l'invention, somme toute assez géniale, du purgatoire. Une innovation théologique qui offre aux marchands, dont le métier était considéré comme un péché, une voie de salut. En gros, ils pouvaient racheter leurs fautes et réduire leur temps au purgatoire grâce à des dons bien concrets de leur vivant. Cette nouvelle classe bourgeoise ne se contente pas de travailler différemment. Elle a aussi envie de s'exprimer, de se divertir, et elle va donc créer ses propres formes d'art et de spectacles qui lui ressemblent. Prenons le théâtre par exemple. Il quitte le parvis des églises pour s'installer sur la place du marché. Et les sujets changent. On ne parle plus seulement de la vie des saints, mais des soucis des artisans, des ambitions des marchands, des coups du sort, bref, de la vie de tous les jours en ville. Et au-delà du théâtre officiel, c'est la rue elle-même qui devient une scène. Les villes inventent un folklore bien à elles, souvent très bruyant, parfois même un peu chaotique. C'était une façon de relâcher la pression et de critiquer l'ordre établi. L'exemple le plus spectaculaire, c'est bien sûr le carnaval. C'est une sorte de bataille ritualisée entre l'excès et la privation, entre le gras et le maigre. Pendant quelques jours, tout est permis, le monde est littéralement mis à l'envers. Les hiérarchies sociales sont bousculées avant que tout ne rentre dans l'ordre avec le début du carême. Une véritable soupape de sécurité collective. Bon, maintenant, quittons l'agitation des villes et partons pour la campagne. C'est un tout autre monde. Mais pour l'étudier, on a un vrai problème de source. En fait, presque tout ce qu'on en sait nous vient des écrits des membres du clergé qui l'observaient, souvent avec un regard un peu critique. Et ça, c'est un point crucial. Il faut rester prudent. C'est un peu comme si on essayait de comprendre une culture uniquement à travers les rapports de police. Le clergé notait surtout ce qui lui paraissait déviant, superstitieux, païen. Ça nous donne un portrait qui est à la fois déformé, mais en même temps absolument passionnant. Pour se faire comprendre des fidèles, les prêtres utilisaient souvent de petites histoires, des anecdotes qu'on appelle des exempla. Et où puisaient-ils ces histoires ? Dans le folklore local, dans les croyances des gens. C'est là qu'est tout le paradoxe. En essayant de corriger ces croyances, ils nous les ont en fait conservées et transmises. Et qu'est-ce que ces récits nous révèlent ? Eh bien, entre autres, une véritable obsession pour la mort et pour l'au-delà. Un bon exemple, c'est la terrifiante légende de la Mesnie et Lequin. Une armée de fantômes, une procession de morts qui traversait les campagnes la nuit et qui hantait les esprits. Mais un des exemples les plus incroyables qu'on trouve dans ces écrits d'hommes d'église, c'est sans doute l'histoire d'un saint local, pour le moins original.
Alors, la réponse est oui, en quelque sorte. C'est l'histoire absolument incroyable de Saint Guinefort, le chien saint. Un lévrier devenu martyr et protecteur des enfants. Et le plus ironique, c'est qu'on ne connaît cette histoire que parce qu'un prédicateur a écrit un long texte pour dénoncer et interdire ce culte. C'est l'exemple parfait du mélange entre les croyances populaires et la pratique religieuse. Alors, maintenant qu'on a vu ces deux mondes, celui des villes et celui des campagnes, que peut-on conclure? Que reste-t-il de notre idée de départ, celle d'une seule et unique culture populaire? Eh bien, il n'en reste pas grand-chose. L'idée clé à retenir, c'est qu'il n'y avait pas une culture populaire, mais des cultures. Il faut vraiment voir le Moyen-Âge comme une mosaïque vivante faite de plusieurs pièces. La culture des aristocrates, celle des clercs, celle des citadins et celle des ruraux. Toutes étaient distinctes, mais elles interagissaient constamment les unes avec les autres. Et le fait de voir à quel point la culture médiévale était fragmentée, ça nous amène forcément à nous poser une question sur notre propre époque. Quelles sont les forces, que ce soit les technologies, les médias ou les institutions, qui, aujourd'hui, travaillent à créer cette impression d'une culture populaire mondiale et unifiée? La question reste ouverte.